Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Télésud pour un nouveau numéro des mots et débats. Nous sommes ensemble durant 26 minutes. L'auteure que je reçois est française, elle est historienne. Elle a écrit L'Héritier en 2012 chez Albin Michel. Et puis là, il y a un deuxième roman qui est sorti. Je vous présente Roselyne Durand-Ruel. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Patricia. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, il y a ce deuxième roman qui vient de sortir au mois de février. Il s'intitule Les ailes du désespoir chez Albin Michel. Eh bien, commençons cette première partie d'émission au fil des pages. Roselyne Durand-Ruel, votre livre, ce second roman, Les ailes du désespoir, c'est l'histoire d'amour, au début, d'une femme musulmane qui s'appelle Alia et d'un juif qui s'appelle David. C'est l'amour fou. Surtout, je pense que c'est du côté de David qu'il y a ce coup de foudre immédiat. Tous deux viennent du Maroc. Donc le premier décor, ça se situe au Maroc, à Casablanca. Mais on sait d'emblée, quand c'est un juif, quand c'est une musulmane, on sait d'emblée que l'histoire va mal se terminer. Je ne sais pas si on sait d'emblée que l'histoire va mal se terminer, d'autant plus que quand ils se rencontrent au Maroc, ils sont enfants et ils ne sont pas nécessairement programmés pour se retrouver adultes à Paris des années plus tard, mais c'est pourtant ce qui leur arrive. Et vous avez raison, a priori, leur histoire d'amour est condamnée puisque leur religion les sépare. Kalia vient d'une famille assez traditionnelle marocaine et lui aussi d'une famille traditionnelle juive. Donc ça ne facilite pas leur relation. Parce que chaque famille reste ancrée sur ses traditions, sur ses us et coutumes et puis sur sa propre religion. La famille de David est tout à fait convaincue qu'il faut prolonger la tradition et donc il devrait normalement épouser quelqu'un de la même religion. Et d'ailleurs, il est fiancé au moment où il rencontre Alia. Exactement. À une jeune fille ashkénaze à Paris. Et malheureusement, il tombe sur Alia et il abandonne sa fiancée. Pourquoi avoir planté aussi ce décor ? Ils sont amoureux, ils sont ambitieux, ils réussissent leurs études. L'un va être muté à New York parce qu'ils veulent vivre leur histoire, en fin de compte se cacher quelque part, puisque c'est Alia qui a proposé ça à David. Partons à New York pour vivre pleinement notre histoire. Il s'installe à New York, mais il se passe quelque chose et Alia met du temps à venir. Et c'est vrai que toute la trame de votre histoire, c'est pourquoi met-elle 6 mois à venir rejoindre David ? Je ne sais pas s'il faut que je révèle la raison pour laquelle elle met plusieurs mois, même un peu plus à venir. Il finit par ne même plus croire qu'elle le rejoindra et il perd l'espoir et il est même étonné quand elle arrive. Et elle arrive dans un état psychologique absolument désastreux et elle est absolument incapable d'exprimer ce qu'elle ressent ni de lui expliquer pourquoi elle est dans cet état. Et il la berce comme une enfant, mais il est tout à fait dans le noir quant aux raisons qu'il attribue bien sûr au fait qu'elle a fui sa famille, elle a fui son pays, et que peut-être elle est très très malheureuse. Mais il ne sait pas véritablement pourquoi. Autre décor, 11 septembre 2001. David étant un financier, une sorte de golden boy, Alia travaille dans une tour jumelle, une des tours jumelles, et là on plante ce décor de 11 septembre 2001. Elle ne va pas s'en sortir. Mais ce qui est assez étonnant, c'est, je me suis demandé, déjà, c'est une histoire entre un juif et une musulmane, pourquoi avoir planté ce décor dramatique, très lourd ? En vérité, j'ai commencé par planter le décor très lourd. C'est-à-dire que d'abord j'étais à New York moi-même assez peu de temps après les événements pour mon travail et j'ai été évidemment très frappée de l'ambiance qui régnait à New York à l'époque, d'autant plus que j'étais là pour faire un salon et l'endroit où normalement on exposait avait été réquisitionné par l'armée américaine. Donc nous étions dans un endroit qu'on avait pris au dernier moment, qui était assez glauque, très très bas de plafond, avec très peu de lumière. Et évidemment, on a très mal travaillé parce que personne n'est venu, les gens avaient l'esprit ailleurs. Je précise que vous êtes antiquaire. Oui, c'est ça, j'étais antiquaire à l'époque. Et ça, quand vous êtes toute la journée sur un stand, vous avez le temps de réfléchir, surtout si vous n'avez pas de clients. Et donc, je me suis certainement... j'ai commencé à me raconter des histoires
Et je me suis sûrement posé la question, comment moi je réagirais si l'homme dont je partage la vie s'était trouvé dans une des tours? Qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais réagi? J'avais pas répondu immédiatement à cette question, certainement pas, mais elle était sûrement restée dans ma tête. Et parce que le roman est né en fait des années plus tard. Mais j'étais influencée, mon imaginaire a été influencé. Et un beau jour, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il y a 2600 personnes, au moins, qui sont mortes dans les tours. Oui. Pas un proche de ces victimes ne s'est manifesté par une action individuelle. Je ne vous dis pas qu'il fallait les faire sauter les mosquées pour se venger, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais personne ne s'est manifesté par une quelconque action d'éclat, une manifestation, un panneau, rien. Tout le monde est resté très sage et très silencieux. Et ça m'a paru tout d'un coup statistiquement étrange et impossible. Et donc j'ai commencé à gamberger là-dessus. Et du coup j'ai créé le contexte pour que ça arrive, et pour justement créer une réaction. La réaction que vous avez décrite. Alors, donc on comprend que là, c'est le terrorisme qui est au cœur justement de votre roman, puisque David, qui va justement s'immiscer dans ces réseaux terroristes, va prendre une autre religion, va se convertir, parce que lui, il n'a qu'un seul but, c'est se venger la mort de sa femme, puisqu'on sait que ces tours ont été bien sûr détruites par des terroristes. Donc lui, son but, c'est de rentrer dans ces réseaux. Je voudrais savoir, est-ce que le fait justement de parler de ce terrorisme, de planter ce décor du 11 septembre 2001, est-ce que pour vous, ce roman a servi une sorte d'exutoire, de thérapie, pour essayer de faire évacuer vos craintes? Ben, je me suis posé la question, c'est drôle, il y a assez peu de temps. Et je me suis dit que vous avez complètement raison. Je me suis dit qu'il y avait là-dedans un appel certainement à la vigilance, voire même à une sorte de résistance. Moi, je suis née dans une famille assez politisée. Mes grands-parents étaient des gens qui parlaient volontiers de politique et j'ai été nourrie enfant par leurs discours. Et je me souviens très très bien qu'on parlait beaucoup de l'attitude française et anglaise juste avant la guerre, au moment des accords de Munich. Et ce monde-là me faisait très très peur. Et ma mère me rassurait tout le temps en me disant « Mais non, mais le monde a complètement changé, c'était avant ». Et en fait, le jour du 11 septembre, j'ai pensé que le monde rassurant que je m'étais construit n'existait pas. Et qu'on était toujours dans un monde aussi dangereux, voire plus dangereux. Et vous avez raison, ça m'a beaucoup influencée. Et je crois que j'ai exprimé à travers ce livre mes craintes. Vous avez tout à fait raison. Mes craintes que le monde soit de nouveau à feu et à sang. Et je préciserai que bien sûr, je n'ai pas écrit ce roman après Charlie ou le Bataclan. Oui, il était déjà fini. Oui. Donc je l'avais écrit avant. Donc c'était peut-être pour essayer d'empêcher que quelque chose comme ça arrive de nouveau, mais on peut dire que ça réussit. Oui. Est-ce que vous êtes fait aider par un imam parce que vous parlez énormément du Coran, vous parlez justement de David qui devient donc Khalil, qui justement s'imprègne de cette culture, qui apprend les textes, les versets, on sent qu'il baigne dedans, il va à la mosquée. Est-ce que vous-même vous êtes fait aider pour écrire votre histoire? Non, mais j'ai beaucoup étudié. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Une des raisons pour lesquelles j'aime écrire, c'est toute la partie documentation. C'est des études tardives sur des sujets qui m'intéressent. J'avais vécu très brièvement au Proche-Orient quand j'avais 25 ans. Et je regrette maintenant de ne pas m'être penchée à l'époque sur l'islam, qui paraissait extrêmement tolérant, vu de loin, bien sûr. Non, je n'ai pas rencontré d'imam, et j'aurais beaucoup aimé, mais ça ne s'est pas trouvé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire ce livre, parce qu'il a fallu non seulement que je me documente, mais que je digère tout ce que j'avais lu. Quand vous dites digérer, c'était quoi, par exemple? Qu'est-ce qui était difficile, en fin de compte, à digérer? Vous savez, c'est pas simplement le Coran en lui-même, parce qu'il est très souvent obscur et difficile à comprendre, surtout pour quelqu'un comme moi qui est assez loin Moi, je ne suis pas pratiquante, je suis née catholique, c'est un peu un hasard, mais en fait, la vérité, c'est que je ne suis pas spécialement religieuse. C'est pas seulement la difficulté de comprendre le Coran, c'est aussi de comprendre quel rôle le Coran a joué dans l'histoire,
aussi bien à l'époque du prophète qu'avec lors de ses successeurs. Et oui, il faut digérer. J'ai lu à peu près, je pense, plus de 150 livres, que ce soit historiques, politiques ou religieux. Plus, évidemment, et c'est là où c'est merveilleux d'avoir une bibliothèque qui s'appelle le web, un nombre d'articles colossaux dans tous les domaines. Oui. Après avoir donc subi quelque chose de dramatique dans sa vie, Alia, voilà que David va découvrir, est-ce qu'on peut révéler non, d'accord, va découvrir quelque chose puisqu'il y a l'avocat, maître Aaron, qui va lui apprendre voilà, qu'il y a quelque chose pour lui. Et donc, en fin de compte, j'ai l'impression que David ne sera jamais en train de faire son deuil. On ne le voit jamais faire son deuil. On a l'impression qu'il est toujours dans une sorte de quête. Peut-être c'est le fait de sa vengeance qui le maintient en vie. Mais on ne le voit pas faire le deuil d'Alia. Oui, peut-être que en fait, le fait de ne pas avoir eu de corps, peut-être que c'est ça qui empêche de faire un deuil. Lui, il s'en félicite à l'époque. Il pense que c'est mieux d'avoir Alia s'envolant dans les cendres qu'un corps déchiqueté. Je ne sais pas. Je pense que moi aussi, j'aurais préféré ça. Mais peut-être que vous avez raison, ça empêche de faire d'une certaine manière le deuil. Peut-être qu'elle est toujours présente parce qu'il n'y a pas de preuve tangible de son décès. Et en plus, il dit qu'il entend des voix d'Alia, donc elle est présente. Ouais. Donc, voilà, elle vit toujours. Donc, à un moment, ouais. On peut dire qu'il devient quasiment schizophrène, qu'il a une double vie. Il l'a fait vivre parce qu'il a besoin d'elle. Il a besoin qu'elle existe encore. Il n'arrive pas à lâcher, à couper le lien entre elle et lui. Oui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à accepter l'inacceptable. David, qui prendra donc, je répète, le nom de Khalil Hamdaoui, donc il n'a qu'un seul but, se venger. Il va s'immiscer dans les milieux extrémistes. Même la CIA va l'aider. Je voudrais savoir, est-ce que cette partie, vous êtes aussi documenté pour savoir quelle aide apporte la CIA parce qu'à un moment, il va même être muté à Londres, dans un réseau particulier. Donc là aussi, il y avait des recherches. Oui, beaucoup de recherches. J'ai essayé de rencontrer des personnes concernées en France, mais c'est assez difficile au fond de les faire parler, particulièrement dans la période actuelle. Donc je ne me rends absolument pas compte de ce que ce roman, sur ce plan-là, a à voir avec la vérité des choses ou pas, parce que c'est complètement inventé. Mais c'est vrai, j'ai essayé de rencontrer plusieurs personnes pour qu'ils me parlent de la manière dont les choses se passaient. N'ayant pas vraiment réussi, sauf à une ou deux occasions, j'ai donc lu de nouveau et travaillé. Parce que vous dites, ce roman, vous l'avez terminé avant les attentats de Charlie Hebdo, et puis les attentats bien avant. Lorsqu'il y a eu ces attentats, comment étiez-vous justement? Quel lien entreteniez-vous avec votre histoire et ces attentats? Est-ce que vous disiez, voilà, j'avais raison, le monde est part en déliquescence, le monde devient intolérant, le monde n'est plus altruiste, c'est fini? D'une part, j'avais ce sentiment. Et d'autre part, je me disais, mon Dieu, mais c'est pratiquement ce que j'ai écrit, mais c'est épouvantable, ça veut dire que... Est-ce que je ne suis pas indirectement... J'ai passé, surtout après le Bataclan, j'ai passé une semaine où j'étais très, très mal, très mal à l'aise. Et puis en plus, je me disais que sortir un roman dans le contexte actuel, c'était juste... je ne voudrais pas qu'on pense que je rajoutais de l'huile sur le feu ou que je faisais un fonds de commerce du terrorisme, parce que je ne pouvais pas du tout prévoir que j'allais sortir dans un contexte aussi brûlant, d'actualité. Oui. Mais oui, ça m'a mis mal. Ça m'a mis mal à l'aise. Et en plus de voir la souffrance que je décrivais sur les visages et en écoutant les proches des victimes, c'était encore plus difficile. Dans votre roman, dernière question, vous mettez en évidence, même de manière très lourde, le poids de la tradition, même le poids de la religion. On a l'impression qu'on est dans un carcan, on ne peut pas du tout en sortir. Il n'y a plus de liberté, c'est-à-dire que voilà, on est déjà enfermé. Il faut choisir, c'est soit la tradition, soit la religion pour
paraître correct, bien aux yeux de tous, même au poids de la tradition, c'est toujours paraître au bien par rapport à sa famille. Mais donc, à un moment, on ne sent plus cette liberté, c'est fini quand on rentre dans votre roman. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Vous voulez dire par rapport à Alia ou aussi par rapport à David? Par rapport aussi à David, oui. Pourtant, il est né dans une famille à la fois traditionnelle et à la fois très libre et pas très pratiquante. Mais certainement, il est imprégné. Oui. Mais est-ce que vous croyez que... Moi, je me suis posé des questions, je pensais que j'avais du sang juif. Bon, il se trouve qu'a priori, je n'en aurais pas, enfin du sang sémite. J'ai toujours été très frappée. Oui. Je crois que quand j'étais enfant, j'ai dû voir des films trop violents pour mon époque, pour mon âge à l'époque. Et j'ai toujours été extrêmement concernée par le destin des Juifs. C'était un peu comme si j'avais une part de moi qui répondait à ça. C'est pour ça que je me suis interrogée. Et j'ai adoré me mettre dans la peau d'un héros juif. Ouais. Adoré. C'est très amusant d'incarner les autres. Et si vous me demandez le personnage dont je me sens le plus proche, c'est certainement de David. Il est passionnel, il est déraisonnable, jusqu'au boutiste. Oui, oui. Oh, c'est un peu moi, ça. Oui, très entêté, et c'est vrai, volontaire. Et puis surtout, on sent un amour fusionnel et on se dit, tiens, quel beau compagnon, parce que c'est vraiment une ode à l'amour, en fin de compte. Ah, vous avez raison. Bah oui, c'est parce que je trouve que le monde est trop tiède. Oui. J'ai eu la chance j'ai eu la chance et la malchance de naître à une époque où la liberté était relative, quand même, par rapport à aujourd'hui, la permissivité, en tout cas pour ce que j'ai quand j'avais 14-15 ans. Bon, mais du coup, ça a décuplé mes sentiments envers ce qu'on appelait à l'époque le sexe fort. Et je ne le regrette pas. C'était d'extraordinaires souvenirs. Aujourd'hui, tout est tellement ouvert, tout est tellement démystifié. C'est pour ça que pour décrire un sentiment très fort, je crois que j'ai besoin du contexte qui l'accompagne. Parce que vous savez que les contextes extrêmes décuplent les sentiments. Et c'est peut-être la seule bonne chose. Si les menaces se concrétisent, la seule bonne chose, c'est que les sentiments, à mon avis, reprendront beaucoup d'intensité. Merci beaucoup, Roselyne Durand-Ruel, pour nous présenter une partie de votre histoire, Les ailes du désespoir. Nous passons à la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Alors, carte sur table, Roselyne Durand-Ruel, ce sont des images qui vont apparaître dans l'écran. Donc, la première image que j'ai choisie, c'est vous. Parce que j'ai oublié de préciser, ça au début de l'émission, bon, entre-temps, j'ai précisé quand même, que vous étiez antiquaire, vous êtes historienne. Vous avez vécu plus de 30 ans à Hong Kong. Vous êtes une passionnée de l'Asie du Sud-Est. Là, vous faites votre cœur maintenant balance entre Paris, mais aussi les Caraïbes, surtout un coin que je rêve, moi, d'habiter, c'est les Bahamas. Alors, en fin de compte, vous êtes quelqu'un de très cosmopolite, on peut dire ouverte, enfin, à toutes sortes de cultures, curieuses. Oui, je suis un globe-trotteur. C'est certain que ma vie m'a amenée à faire plusieurs métiers, à aller dans beaucoup d'endroits, à rencontrer des gens de beaucoup d'environnements différents et de parler avec eux. Et sûrement mes livres, le premier comme le deuxième, sont nourris par toutes les expériences humaines que j'ai eues, particulièrement dans le domaine chinois, à Pékin et en Chine du Sud. Oui, j'ai eu cette chance. Oui, vous avez raison. Alors, quel lien maintenant entretenez-vous, puisque vous vivez aux Bahamas? Est-ce qu'il y a une différence, certainement, de culture, peut-être aussi de pensée est-ce que ça vous manque, Hong Kong? Je sais que vos enfants sont toujours là-bas. Mes enfants sont nés à Hong Kong et ils y habitent tous les deux et j'y retourne. Il faut que j'y passe plusieurs mois par an, il faut que je sois polluée. Ouais. Plusieurs mois par an, sinon ça me manque. Vous savez, je vis sur une petite île. Une petite île, Bahamas. Oui, mais en fait, je suis sur une petite île où je suis en fait très isolée. Je vis un peu comme un ours. Pour écrire, c'est très très bien. Et ça fait plaisir à mon époux qui voulait... C'est lui qui a choisi. Mais il a fait un bon choix. Ben, moi, je trouve, parce que comme ça m'a donné la possibilité d'écrire ce que je voulais faire depuis tellement longtemps. Et là, je me suis forcée à écrire.
Par paresse, j'ai toujours reculé le moment, alors que des tas d'histoires me sont venues dans la tête depuis que j'étais toute petite. Et je regrette de ne pas en avoir couché plusieurs sur le papier. Et maintenant, voilà, je vais entamer mon 3e livre d'ici peu de temps. Et le décor sera aux Bahamas ou... Non, cette fois-ci, je crois que le décor sera vraisemblablement français. D'accord. Eh bien, j'espère que vous m'enverrez votre 3e roman. Avec plaisir, Patricia, vous pouvez compter sur moi. Alors, une deuxième photo. Celle-ci, nous parlons, puisque j'ai pensé à votre histoire justement entre les Israéliens et les Palestiniens, cet amour, ou alors maintenant ces affrontements que nous découvrons à chaque fois dans l'actualité. Quel regard posez-vous justement sur ces actualités où il y a toujours ces affrontements entre Palestiniens et Israéliens? C'est difficile de se mettre à la place des uns et des autres. Je pense qu'à la base, je comprends le sionisme, hein, parce que c'est tellement inimaginable d'être resté coincé en Europe au moment où les nazis ont décidé de la solution finale, de ne pas avoir eu d'endroit où fuir. Je comprends très bien l'existence d'Israël. Je regrette qu'il n'ait pas pu s'entendre avec les Palestiniens, ou qu'il n'ait pas essayé assez de s'entendre avec les Palestiniens. Oui, ça rendrait Israël plus sympathique. Et je pense que ce qu'ils ont vécu, moi je ne l'ai pas vécu, donc ça ne me permet pas vraiment de juger. Vous comprenez ce que je veux dire? Si ma famille avait été exterminée à Auschwitz, comment j'aurais réagi? Comment je penserais? Forcément différemment. Merci beaucoup, Roselyne Durand-Ruel. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission, au coup de cœur. Roselyne Durand-Ruel, excusez-moi. Donc, ce coup de cœur, c'est l'histoire d'un Allemand. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi ce livre? Eh bien, parce que Monsieur Sébastien Haffner est un Allemand qui a écrit une chronique, c'est amusant qu'on parle de ça maintenant, entre 1914 et 1933, où il a vécu la montée du nazisme, et même avant les conflits d'extrême gauche, Rosa Luxembourg et tout ça, la République de Weimar. Et il explique qu'au jour le jour, comment il vit la montée du nazisme et ce que ça lui fait personnellement, et comment il observe, c'est un observateur. Et en fait, il se trouve qu'il a fui finalement, il a compris à un moment qu'il ne pouvait pas échapper, même en essayant de s'isoler, même en s'enfermant dans sa chambre en Allemagne, à Berlin, le nazisme traversait les murs. C'est ce qu'il explique. Il ne pouvait pas y échapper. Donc il a finalement décidé de fuir. Il est parti en Angleterre, où je crois qu'il a été assez mal accueilli, parce que c'était juste avant la guerre. Et finalement, après la guerre, il est devenu journaliste. Il a écrit plusieurs livres. Mais ça, c'est quelque chose qui a été publié à titre posthume, qu'on a trouvé dans ses tiroirs. Et quand cette histoire est sortie, il y a eu beaucoup de gens pour dire « mais pas du tout, ce livre a été écrit, bien entendu, après la guerre, c'est si facile ». En fait, pas du tout, le manuscrit a été daté au carbone 14 et il date bien des années auxquelles il se réfère. Et c'est très extraordinaire parce que j'ai fait beaucoup de parallèles. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps, parce que je voulais l'apporter pour votre émission. Et il y a beaucoup de parallèles avec l'époque que nous vivons actuellement. Et ça m'a assez frappé et impressionné. Est-ce que vous avez un passage qui vous a interpellé, vous avez envie de le lire aux téléspectateurs? Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui correspond particulièrement, pour revenir à mes craintes et à la menace. Je lis « Je frissonne en pensant qu'après la guerre, toute l'Europe connaîtra une année 1923, en pire, à moins que la paix ne soit conclue par des hommes d'une très grande sagesse. » Et là, ça confirme bien avec tous les attentats, ce monde qui se renferme sur lui-même, qui devient plus dur, plus rigoureux, rigoriste même. Ce sont vos craintes, oui, c'est quelque chose qui vous terrifie. C'est-à-dire qu'il se rend compte que ce qu'il vit, il se projette dans l'avenir et il comprend que cette année 1923 est extrêmement grave dans l'histoire de l'Europe, qu'elle va conduire à la guerre. Et donc il se projette et il se dit peut-être qu'un jour,
quand l'Europe se sera développée, ce sera beaucoup plus grand et beaucoup plus grave. Et donc, il souhaite que la guerre se conclue sur une paix faite par des hommes sages. Alors peut-être que c'est ça qui me fait peur. Est-ce qu'on est dirigé partout par des hommes d'une très grande sagesse? Oui. Et particulièrement dans les pays du Moyen-Orient, où il n'y a que ça qui peut régler les conflits, la sagesse. Merci beaucoup, Roselyne Durand-Ruel. Merci de nous avoir présenté votre second roman, Les ailes du désespoir, voilà, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue. Mais je vous en prie. Quant à nous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.